Phileas Fogg avait quitté sa maison de Savile Row à 11h30 et, après avoir placé 575 fois son pied droit devant son pied gauche et 576 fois son pied gauche devant son pied droit, il arriva au Reform Club, vaste édifice élevé dans Pall Mall qui n'a pas coûté moins de 3 millions à bâtir. Phileas Fogg se rendit aussitôt à la salle à manger, dont les 9 fenêtres s'ouvraient sur un beau jardin aux arbres déjà dorés par l'automne. Là, il prit place à la table habituelle où son couvert l'attendait. Son déjeuner se composait d'un hors-d'œuvre, d'un poisson bouilli relevé d'une reading sauce de premier choix, d'un roast beef écarlate agrémenté de condiments mushroom, d'un gâteau farci de tiges de rhubarbe et de groseilles vertes, d'un morceau de Chester, le tout arrosé de quelques tasses de cet excellent thé spécialement recueilli pour l'office du Reform Club. À 12h47, ce gentleman se leva et se dirigea vers le grand salon, somptueuse pièce ornée de peintures richement encadrées. Là, un domestique lui remit le Times non coupé, dont Phileas Fogg opéra le laborieux dépliage avec une sûreté de main qui dénotait une grande habitude de cette difficile opération. La lecture de ce journal occupa Phileas Fogg jusqu'à 3h45 et celle du Standard, qui lui succéda, dura jusqu'au dîner. Ce repas s'accomplit dans les mêmes conditions que le déjeuner, avec adjonction de Royal British Sauce. À 6h moins 20, le gentleman reparut dans le grand salon et s'absorba dans la lecture du Morning Chronicle. Une demi-heure plus tard, divers membres du Reform Club faisaient leur entrée et s'approchaient de la cheminée où brûlait un feu de houille. C'étaient les partenaires habituels de M. Phileas Fogg, comme lui, enragé joueur de whist. L'ingénieur Andrew Stuart, les banquiers John Sullivan et Samuel Fallentin, le brasseur Thomas Flanagan, Gauthier Rolfe, un des administrateurs de la Banque d'Angleterre, personnages riches et considérés, même dans ce club qui compte parmi ses membres les sommités de l'industrie et de la finance. « Eh bien, Rolfe ?» demanda Thomas Flanagan. « Où en est cette affaire de vol ?»« Eh bien, répondit Andrew Stuart, la banque en aura pour son argent. »« J'espère, au contraire, dit Gauthier Rolfe, que nous mettrons la main sur l'auteur du vol. Des inspecteurs de police, gens fort habiles, ont été envoyés en Amérique et en Europe dans tous les principaux ports d'embarquement et de débarquement, et il sera difficile à ce monsieur de leur échapper. »« Mais on a donc le signalement du voleur ?» demanda Andrew Stuart. « D'abord, ce n'est pas un voleur, » répondit sérieusement Gauthier Rolfe. « Comment ce n'est pas un voleur, cet individu qui a soustrait 55 000 livres en banknotes ?»« Non, » répondit Gauthier Rolfe. « C'est donc un industriel ?» dit John Sullivan. « Le Morning Chronicle assure que c'est un gentleman. » Celui qui fit cette réponse n'était autre que Phileas Fogg, dont la tête émergeait alors du flot de papier amassé autour de lui. En même temps, Phileas Fogg salua ses collègues qui lui rendirent son salut. Le fait dont il était question, que les divers journaux du Royaume-Uni discutaient avec ardeur, s'était accompli 3 jours auparavant, le 29 septembre. Une liasse de banknotes, formant l'énorme somme de 55 000 livres, avait été prise sur la tablette du caissier principal de la Banque d'Angleterre. À qui s'étonnait qu'un tel vol eût pu s'accomplir aussi facilement, le sous-gouverneur Gauthier Rolfe se bornait à répondre qu'à ce moment même, le caissier s'occupait d'enregistrer une recette de 3 shillings 6 pence et qu'on ne saurait avoir l'œil à tout. Mais il convient de faire observer ici, ce qui rend le fait plus explicable, que cet admirable établissement de Bank of England paraît se soucier extrêmement de la dignité du public. Point de garde, point d'invalide, point de grillage.
L'or, l'argent, les billets sont exposés librement et pour ainsi dire à la merci du premier venu. On ne saurait mettre en suspicion l'honorabilité d'un passant quelconque. Un des meilleurs observateurs des usages anglais raconte même ceci. Dans une des salles de la banque où il se trouvait un jour, il eut la curiosité de voir de plus près un lingot d'or pesant 7 à 8 livres qui se trouvait exposé sur la tablette du caissier. Il prit ce lingot, l'examina, le passa à son voisin, celui-ci à un autre, si bien que le lingot, de main en main, s'en alla jusqu'au fond d'un corridor obscur et ne revint qu'une demi-heure après reprendre sa place, sans que le caissier eût seulement levé la tête. Mais, le 29 septembre, les choses ne se passèrent pas tout à fait ainsi. La liasse de banknotes ne revint pas, et quand la magnifique horloge posée au-dessus du drawing office sonna à 5 heures la fermeture des bureaux, la Banque d'Angleterre n'avait plus qu'à passer 55 000 livres par le compte de profits et pertes. Le vol bien et dûment reconnu, des agents, des détectives choisis parmi les plus habiles furent envoyés dans les principaux ports, à Liverpool, à Glasgow, au Havre, à Suez, à Brindisi, à New York, etc., avec promesse, en cas de succès, d'une prime de 2000 livres et 5% de la somme qui serait retrouvée. En attendant les renseignements que devait fournir l'enquête immédiatement commencée, ces inspecteurs avaient pour mission d'observer scrupuleusement tous les voyageurs en arrivée ou en partance. Or, précisément, ainsi que le disait le Morning Chronicle, on avait lieu de supposer que l'auteur du vol ne faisait partie d'aucune des sociétés de voleurs d'Angleterre. Pendant cette journée du 29 septembre, un gentleman bien mis, de bonnes manières, l'air distingué, avait été remarqué qui allait et venait dans la salle des paiements, théâtre du vol. L'enquête avait permis de refaire assez exactement le signalement de ce gentleman, signalement qui fut aussitôt adressé à tous les détectives du Royaume-Uni et du continent. Quelques bons esprits, et Gauthier Rolfe était du nombre, se croyaient donc fondés à espérer que le voleur n'échapperait pas. Comme on le pense, ce fait était à l'ordre du jour à Londres et dans toute l'Angleterre. On discutait, on se passionnait pour ou contre les probabilités du succès de la police métropolitaine. On ne s'étonnera donc pas d'entendre les membres du Reform Club traiter la même question, d'autant plus que l'un des sous-gouverneurs de la banque se trouvait parmi eux. L'honorable Gauthier Rolfe ne voulait pas douter du résultat des recherches, estimant que la prime offerte devrait singulièrement aiguiser le zèle et l'intelligence des agents. Mais son collègue, Andrew Stuart, était loin de partager cette confiance. La discussion continua donc entre les gentlemen qui s'étaient assis à une table de whist, Stuart devant Flanagan, Fallentin devant Phileas Fogg. Pendant le jeu, les joueurs ne parlaient pas. Mais entre les robbers, la conversation interrompue reprenait de plus belle. « Je soutiens, dit Andrew Stuart, que les chances sont en faveur du voleur, qui ne peut manquer d'être un habile homme. » « Allons donc, répondit Rolfe. Il n'y a pas un seul pays dans lequel il puisse se réfugier. Par exemple ? Où voulez-vous qu'il aille ? Je n'en sais rien, répondit Andrew Stuart. Mais après tout, la terre est assez vaste. Elle l'était autrefois, dit à mi-voix Phileas Fogg. Puis, à vous de couper, monsieur, ajouta-t-il en présentant les cartes à Thomas Flanagan. La discussion fut suspendue pendant le rubber, mais bientôt Andrew Stuart la reprenait, disant « Comment autrefois ? Est-ce que la terre a diminué par hasard ?»« Sans doute, répondit Gauthier Rolfe. Je suis de l'avis de Monsieur Fogg. La terre a diminué, puisqu'on la parcourt maintenant 10 fois plus vite qu'il y a 100 ans. Et c'est ce qui,
dans le cas dont nous nous occupons, rendra les recherches plus rapides. Et rendra plus facile aussi la fuite du voleur. À vous de jouer, monsieur Stewart, dit Phileas Fogg. Mais l'incrédule Stewart n'était pas convaincu. Et, la partie achevée, « Il faut avouer, monsieur Rolfe, reprit-il, que vous avez trouvé là une manière plaisante de dire que la Terre a diminué. Ainsi, parce qu'on en fait maintenant le tour en 3 mois... » « En 80 jours seulement, dit Phileas Fogg. « En effet, messieurs, ajouta John Sullivan, 80 jours depuis que la section entre Rothal et Allahabad a été ouverte sur le Great Indian Peninsular Railway. Et voici le calcul établi par le Morning Chronicle. De Londres à Suez, par le Mont Cenis et Brindisi, railway et paquebot, 7 jours. De Suez à Bombay, paquebot, 13. De Bombay à Calcutta, railway, 3. De Calcutta à Hong Kong, Chine, paquebot, 13. De Hong Kong à Yokohama, Japon, paquebot, 6. De Yokohama à San Francisco, paquebot, 22. De San Francisco à New York, railroad, 7. De New York à Londres, paquebot et railway, 9. Total, 80 jours. Oui, 80 jours, s'écria Andrew Stuart qui, par inattention, coupa une carte maîtresse. Mais non compris le mauvais temps, les vents contraires, les naufrages, les déraillements. Tout compris, répondit Phileas Fogg en continuant de jouer, car cette fois, la discussion ne respectait plus le whist. Même si les hindous ou les indiens enlèvent les rails, s'écria Andrew Stuart. S'ils arrêtent les trains, pillent les fourgons, scalpent les voyageurs. Tout compris, répondit Phileas Fogg, qui, abattant son jeu, ajouta 2 atouts maîtres. Andrew Stuart, à qui c'était le tour de faire, ramassa les cartes en disant « Théoriquement, vous avez raison, monsieur Fogg, mais dans la pratique... » « Dans la pratique aussi, monsieur Stuart. »« Je voudrais bien vous y voir. »« Il ne tient qu'à vous. Partons ensemble. »« Le ciel m'en préserve !» s'écria Stuart. « Mais je parierais bien 4000 livres qu'un tel voyage fait dans ces conditions est impossible. »« Très possible, au contraire, » répondit monsieur Fogg. « Eh bien, faites-le donc !»« Le tour du monde en 80 jours ? » ?»« Oui. »« Je le veux bien. »« Quand ?»« Tout de suite. »« C'est de la folie !» s'écria Andrew Stuart, qui commençait à se vexer de l'insistance de son partenaire. « Tenez, jouons plutôt !»« Refaites alors, » répondit Phileas Fogg, « car il y a mal donne. » Andrew Stuart reprit les cartes d'une main fébrile. Puis tout à coup, les posant sur la table, « Eh bien oui, monsieur Fogg, dit-il. Oui, je parie 4000 livres. »« Mon cher Stuart, dit Fallentin, calmez-vous, ce n'est pas sérieux. »« Quand je dis je parie, répondit Andrew Stuart, c'est toujours sérieux. » Soit, dit M. Fogg. Puis, se tournant vers ses collègues, j'ai 20 000 livres déposés chez Baring Frères. Je les risquerai volontiers. 20 000 livres s'écria John Sullivan. 20 000 livres qu'un retard imprévu peut vous faire perdre? L'imprévu n'existe pas, répondit simplement Phileas Fogg. Mais, monsieur Fogg, ce laps de 80 jours n'est calculé que comme un minimum de temps. Un minimum bien employé suffit à tout. Mais, pour ne pas les dépasser, il faudrait sauter mathématiquement des railways dans les paquebots et des paquebots dans les chemins de fer. Je sauterai mathématiquement. C'est une plaisanterie.
Un bon Anglais ne plaisante jamais quand il s'agit d'une chose aussi sérieuse qu'un pari, répondit Phileas Fogg. Je parie 20 000 livres contre qui voudra que je ferai le tour de la Terre en 80 jours ou moins, soit 1920 heures ou 115 200 minutes. Acceptez-vous? Nous acceptons. Répondirent messieurs Stuart, Fallentin, Sullivan, Flanagan et Rolfe après s'être entendus. Bien, dit monsieur Fogg. Le train de Douvres part à 8h45. Je le prendrai. Ce soir même? Demanda Stuart. Ce soir même, répondit Phileas Fogg. Donc, puisque c'est aujourd'hui mercredi 2 octobre, je devrais être de retour à Londres, dans ce salon même du Reform Club, le samedi 21 décembre à 8h45 du soir, faute de quoi les 20 000 livres déposés actuellement à mon crédit chez Baring Frères vous appartiendront de fait et de droit, messieurs. Voici un chèque de pareille somme. Un procès verbal du pari fut fait et signé sur le champ par les 6 co-intéressés. Phileas Fogg était demeuré froid. Il n'avait certainement pas parié pour gagner, et n'avait engagé ses 20 000 livres, la moitié de sa fortune, que parce qu'il prévoyait qu'il pourrait avoir à dépenser l'autre pour mener à bien ce difficile, pour ne pas dire inexécutable projet. Quant à ses adversaires, eux, ils paraissaient émus, non pas à cause de la valeur de l'enjeu, mais parce qu'ils se faisaient une sorte de scrupule de lutter dans ces conditions. 7 heures sonnaient alors. On offrit à M. Fogg de suspendre le whist afin qu'il pût faire ses préparatifs de départ. « Je suis toujours prêt, » répondit cet impassible gentleman. Et donnant les cartes, « Je retourne carreau, » dit-il. « À vous de jouer, monsieur Stuart. » À 7h25, Phileas Fogg, après avoir gagné une vingtaine de guinées au whist, prit congé de ses honorables collègues et quitta le Reform Club. À 7h50, il ouvrait la porte de sa maison et rentrait chez lui. Passepartout, qui avait consciencieusement étudié son programme, fut assez surpris en voyant M. Fogg, coupable d'inexactitude, apparaître à cette heure insolite. Suivant la notice, le locataire de Savile Row ne devait rentrer qu'à minuit précis. Phileas Fogg était tout d'abord monté à sa chambre, puis il appela. « Passepartout » Passepartout ne répondit pas. Cet appel ne pouvait s'adresser à lui, ce n'était pas l'heure. « Passepartout » reprit M. Fogg sans élever la voix davantage. Passepartout se montra. « C'est la deuxième fois que je vous appelle, » dit M. Fogg. « Mais il n'est pas minuit, » répondit Passepartout, sa montre à la main. « Je le sais, » reprit Phileas Fogg, « et je ne vous en fais pas de reproche. Nous partons dans 10 minutes pour Douvres et Calais. » Une sorte de grimace s'ébaucha sur la ronde face du Français. Il était évident qu'il avait mal entendu. « Monsieur se déplace » demanda-t-il. « Oui, » répondit Phileas Fogg. « Nous allons faire le tour du monde. » Passepartout, l'œil démesurément ouvert, la paupière et le sourcil surélevé, les bras détendus,
le corps affaissé, présentait alors tous les symptômes de l'étonnement poussé jusqu'à la stupeur. « Le tour du monde » murmura-t-il. « En 80 jours, » répondit Mr. Fogg. « Ainsi nous n'avons pas un instant à perdre. »« Mais les mâles » dit Passepartout qui balançait inconsciemment sa tête de droite à gauche. « Pas de mal. Un sac de nuit seulement. Dedans, 2 chemises de laine, 3 paires de bas. Autant pour vous. Nous achèterons en route. Vous descendrez mon Macintosh et ma couverture de voyage. Ayez de bonnes chaussures. D'ailleurs, nous marcherons peu ou pas. Allez !» Passepartout aurait voulu répondre. Il ne put. Il quitta la chambre de Mr. Fogg, monta dans la sienne, tomba sur une chaise, et employant une phrase assez vulgaire de son pays, « Ah ben, se dit-il, elle est forte celle-là, moi qui voulais rester tranquille. » Et machinalement, il fit ses préparatifs de départ. Le tour du monde en 80 jours? Avait-il affaire à un fou? Non, c'était une plaisanterie. On allait à Douvres, bien. À Calais, soit. Après tout, cela ne pouvait notablement contrarier le brave garçon qui, depuis 5 ans, n'avait pas foulé le sol de sa patrie. Peut-être même irait-on jusqu'à Paris, et, ma foi, il reverrait avec plaisir la grande capitale. Mais certainement, un gentleman aussi ménagé de ses pas s'arrêterait là. Oui, sans doute. Mais il n'en était pas moins vrai qu'il partait, qu'il se déplaçait, ce gentleman si casanier jusqu'alors. À 8 heures, Passepartout avait préparé le modeste sac qui contenait sa garde-robe et celle de son maître. Puis, l'esprit encore troublé, il quitta sa chambre, dont il ferma soigneusement la porte, et il rejoignit Mr. Fogg. Mr. Fogg était prêt. Il portait sous son bras le Broadshaw's Continental Railway Steam Transit and General Guide qui devait lui fournir toutes les indications nécessaires à son voyage. Il prit le sac des mains de Passepartout, l'ouvrit et y glissa une forte liasse de ces belles banknotes qui ont cours dans tous les pays. « Vous n'avez rien oublié ?» demanda-t-il. « Rien, monsieur. »« Mon Macintosh et ma couverture ?»« Les voici. »« Bien. Prenez ce sac. » Monsieur Fogg remit le sac à Passepartout. « Et ayez-en soin, » ajouta-t-il. « Il y a 20 000 livres dedans. » Le sac faillit s'échapper des mains de Passepartout, comme si les 20 000 livres eussent été en or et pesé considérablement. Le maître et le domestique descendirent alors, et la porte de la rue fut fermée à double tour. Une station de voitures se trouvait à l'extrémité de Savile Row. Phileas Fogg et son domestique montèrent dans un cab qui se dirigea rapidement vers la gare de Charing Cross, à laquelle aboutit un des embranchements du South Eastern Railway. À 8h20, le cab s'arrêta devant la grille de la gare. Passepartout sauta à terre, son maître le suivit et paya le cocher. En ce moment, une pauvre mendiante, tenant un enfant à la main, pieds nus dans la boue, coiffée d'un chapeau dépenaillé auquel pendait une plume lamentable, un châle en loques sur ses haillons, s'approcha de Mr. Fogg et lui demanda l'aumône. Mr. Fogg tira de sa poche les 20 guinées qu'il venait de gagner au whist, et, les présentant à la mendiante, « Tenez, ma brave femme, dit-il, je suis content de vous avoir rencontré. » Puis il passa. Passepartout eut comme une sensation d'humidité autour de la prunelle. Son maître avait fait un pas dans son cœur. Monsieur Fogg et lui entrèrent aussitôt dans la grande salle de la gare. Là,
Phileas Fogg donna à Passepartout l'ordre de prendre 2 billets de première classe pour Paris. Puis, se retournant, il aperçut ses 5 collègues du Reform Club. « Messieurs, je pars, dit-il, et les divers visas apposés sur un passeport que j'emporte à cet effet vous permettront, au retour, de contrôler mon itinéraire. » « Oh, monsieur Fogg, répondit poliment Gauthier Rolfe, c'est inutile. Nous nous rapporterons à votre honneur de gentleman. »« Cela vaut mieux ainsi, dit monsieur Fogg. »« Vous n'oubliez pas que vous devez être revenu, fit observer Andrew Stuart. « Dans 80 jours, répondit monsieur Fogg, le samedi 21 décembre 1872 à 8h45 du soir. Au revoir, messieurs. » À 8h40, Phileas Fogg et son domestique prirent place dans le même compartiment. À 8h45, un coup de sifflet retentit et le train se mit en marche. La nuit était noire. Il tombait une pluie fine. Phileas Fogg, à côté de son coin, ne parlait pas. Passepartout, encore abasourdi, pressait machinalement contre lui le sac aux banknotes. Mais le train n'avait pas dépassé Sydenham que Passepartout poussait un véritable cri de désespoir. « Qu'avez-vous » demanda M. Fogg. « Il y a que, dans ma précipitation, mon trouble, j'ai oublié... »« Quoi ?»« D'éteindre le bec de gaz de ma chambre. »« Eh bien, mon garçon, répondit froidement M. Fogg, il brûle à votre compte. »